Mais tout d'abord, nous allons parler de politique. Premier invité qui est avec nous, Mathieu Bock-Côté, que vous connaissez bien, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un peu plus tard, Dominique Moret va se joindre à nous. Mais Mathieu, j'aimerais tout d'abord, avoir ton point de vue sur la libération de Guy Turcotte. Écoute, ça fait parler jusqu'à CNN. Anderson Cooper a fait un long reportage là-dessus. Les Américains sont outrés absolument de ça. Toi? J'ajouterais pas seulement les Américains, mais les Québécois eux-mêmes. C'est-à-dire, ce qui est choquant ici, c'est que ça ne soit pas surprenant. On se souvient du jugement Turcotte qui en disait, en 2011, qui en disait infiniment sur la transformation de la justice, la transformation de notre vision de l'être humain aujourd'hui. Et je crois que la libération de Guy Turcotte s'inscrit dans cette perspective. Je m'explique. Au moment du jugement Turcotte, j'avais dit on se retrouve devant l'exemple même d'une société qui a oublié l'existence du mal. C'est-à-dire, le mal, aujourd'hui, n'existe plus. Pour notre société, l'être humain est bon ou fou. C'est-à-dire, il est bon, il peut faire de bonnes actions, ou alors il est à guérir, ou alors il est à reprogrammer. C'est vraiment une société thérapeutique qui a remplacé le curé par le psychiatre et ainsi de suite. Et ce qu'on voit ici, ou par le psychologue en général, ce qu'on voit ici, c'est une société qui ne croit plus à la liberté humaine, qui ne croit plus à la responsabilité humaine. Parce que la liberté humaine tient son sens à partir d'une idée. Je peux faire le bien comme je peux faire le mal, et c'est parce que je fais le bien plutôt que le mal que la liberté humaine a une dignité. C'est parce que je peux faire le bien et que je peux faire le mal que la responsabilité humaine a un sens. Or, ce qu'on voit ici, c'est une négation de la responsabilité humaine. Cet homme a été poussé par des forces plus profondes que lui, par des pulsions plus profondes que lui. Il n'était pas responsable de lui-même. Cette vision de l'être humain-là, ni la liberté de l'homme, ni la dignité de l'homme, et ni aussi cette part d'ombre qui est en nous, qui est en chacun de nous probablement, mais cette part d'ombre que la culture, la liberté, l'esprit civilisé nous amène normalement à refouler. Guy Turcotte a consenti au mal radical. C'est quoi l'ultime transgression? C'est le meurtre de ses propres enfants. Eh bien, notre société considère que le meurtre de ses propres enfants ne se classe plus sous le signe du mal avec un M majuscule, mais sous le signe de la pathologie mentale. C'est le signe d'une inhumanité, je trouve. Lise Ravary était avec nous hier, puis elle disait, elle dénonçait tout le mal, avec un petit sourire en coin, que fait Oprah Winfrey, avec toute la psychologie de la société. Mais tu sais, chacun a ses raisons, il faut les comprendre. Ouais. Il n'a pas été allaité quand il était petit, il a été battu par ses parents, etc. Donc, on finit par justifier tout et n'importe quoi. L'idéologie compassionnelle peut virer à la barbarie. C'est-à-dire, dans la mesure où la compassion nous empêche justement de saisir ce qu'est la dignité humaine, c'est-à-dire la liberté de faire le bien comme le mal, ça vire à la barbarie. C'est une société qui est incapable de nommer l'horreur lorsqu'elle la voit. Et ça consacre la déconnexion profonde entre un système de justice qui est justement pénétré par cette vision thérapeutique de la société et une population qui, pour mille et une raisons, est encore dépositaire d'un certain sens moral, d'un bon sens qui ne doit pas être condamné, mais qui doit être célébré. Et ceux qui dénoncent en ce moment le populisme du peuple, tout simplement, de ceux qui s'indignent de ce dérapage grave de notre système de justice, ceux-là témoignent d'un mépris souvent, tout simplement, du bon sens populaire. Dominique Moret vient de se joindre à nous. Dominique, animateur, Choix FM, chroniqueur Journal du Québec. Salut, Dominique. Bon midi. Un peu plus tard, après la pause, messieurs, vous allez croiser l'affaire sur Jean-François Lisée. J'ai hâte d'entendre ça parce que vous êtes comme complètement à des univers opposés. Mais là, on va parler de ce qui se passe à Québec. Dominique, la fissure. Il y a des fissures qui commencent à apparaître sur la statue de Napoléon Labaume. Que se passe-t-il? Il y a 2 conseillers qui ont sacré le camp. On lui reproche son style de gestion un peu trop dictatorial, c'est ça? Bien, d'abord, soyons clairs, ce n'est pas le maire de Québec, c'est le premier ministre de la Ville de Québec. Et son pouvoir est très centralisé. De par son style, vous aurez compris que c'est le point sur la table, la formule choc. Toi, t'es un grand talent, toi, t'es un con, toi, ferme ta gueule. Il y a le chef de cabinet aussi qui est central. Pour le reste, les conseillers m'apparaissent tout à fait accessoires quand c'est le temps d'encenser la bombe. On a fait des belles choses, le Colisée, c'est super. Les conseillers sont là, mais quand vient le temps de transgresser la règle de parti, la fameuse ligne de parti, comme à l'Assemblée nationale, alors là, c'est pas Jojo. Mais c'est pas surprenant. Moi, je suis surpris de voir qu'à la fin de 2012, il y en a seulement que 2 qui ont quitté. C'est ça ma surprise. Pour le reste, ils vont venir engraisser les rangs de l'opposition, une opposition qui est désarticulée. Et la bombe qui sera élue en 2013, je vous l'annonce en primeur, avec à peu près 80 d'appui dans la population. Bref, ça ne change pas grand-chose ce qui s'est passé hier dans la Ville de Québec. Mais ça n'a pas l'air à l'inquiéter beaucoup. Je ne sais pas si on a un extrait de ce qu'il a dit, mais il avait l'air à dire quasiment bon débarras. On l'écoute tout de suite. Oui. On veut renouveler.
une partie de l'équipe. Et il faisait partie des 2 qui, malheureusement, n'avaient plus leur place dans l'équipe Labaume. Tellement qu'écoutez, pour être bien honnête, les 2 candidats dans leur district seront choisis. Ils n'avaient plus leur place. Pourquoi Mathieu Bock-Côté n'avait plus leur place? Parce qu'ils ne voyaient pas les choses de la même façon que l'empereur Labaume? Ce qui est certain, c'est que le style Labaume, c'est un style très charismatique, hein, au sens premier terme. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui ne dépend pas seulement du fait qu'il a été élu. Le type a une personnalité monarchique, une personnalité assez autoritaire. Ça a du bien comme ça a du mal. Hein, parce qu'aujourd'hui, on se désole qu'en politique, les politiciens parlent la langue de bois, se couchent devant la bureaucratie, ne sont plus capables de tenir tête aux journalistes. D'accord, mais l'inverse de ça, c'est quand un homme politique décide de se tenir fermement au droit, il peut avoir aussi des excès d'autorité. Donc, la juste mesure, le juste équilibre dans l'exercice de l'autorité, c'est la chose la plus difficile à obtenir. Et on sait une chose, lorsqu'un homme exerce pendant très longtemps, et peut-être trop longtemps, un pouvoir personnel fort, il peut être amené quelquefois à ne plus tolérer la dissidence. Est-ce que c'est ce qui se passe avec Labaume? Ça reste à voir, mais ce qui est certain, c'est qu'on est en ce moment avec un homme qui nous montre à la fois les avantages et les désavantages d'une personnalité très forte en politique. OK, mais qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Les avantages ou les désavantages de ce style-là de gestion, Dominique? Parce que si à Québec, ça va bien Québec depuis quelque temps, c'est parce qu'il y a un capitaine qui était sur le bateau puis qui a dit « on s'en va là », puis on s'en va là tout le monde. C'est comme ça. Les Québécois de la Ville de Québec ne sont pas différents des autres Québécois des autres régions. C'est-à-dire la dette, on la sent pas trop. Il y a un party, il y a de belles activités, on aime ça. Mais résultat, la dette de la Ville de Québec a explosé au cours des dernières années. Mais l'effet Kool-Aid bleu, l'effet Kool-Aid couleur nordique fait en sorte que on est content de voir que le Colisée s'en vient. Les Nordiques, on souhaite qu'ils arrivent en ville. Donc, ce buzz-là, pris par le Kool-Aid de l'enthousiasme, fait en sorte qu'au bout du compte, il y a un éléphant qui commence à grossir dans la pièce. À un moment donné, on va avoir moins de place là, pour bouger les épaules. La dette est en train d'exploser. Parce que l'argent parle, comme on dit. Hein. Puis là, les gens, quand ils vont commencer à voir que la dette augmente de façon incontrôlée à Québec, ils vont le trouver moins drôle. Mais si je peux me permettre, il y a un attachement, puis ça, il faut voir ça, c'est pas juste au Québec non plus qu'à Québec. Partout, il y a une forme d'attachement spontané envers des personnalités politiques plus fortes. Hein? C'est-à-dire le contraste entre le politicien amolli, qui répète la langue de bois, qui domine aujourd'hui un peu partout en Occident, et quelquefois des figures plus fortes qui transgressent les interdits, qui transgressent les tabous et qui disent une chose, ma volonté va peser. Hein? Parce que les hommes politiques sont spécialistes dans une chose aujourd'hui, nous dire que c'est impossible. Je ne peux pas, c'est impossible. Ils multiplient les formules pour justifier leur impuissance. Labaume dit, ce qui me caractérise, c'est ma volonté. C'est le fait que j'ai une volonté qui peut trancher des situations difficiles. Et ne serait-ce que pour ça, on comprend pourquoi il y a une adhésion populaire au personnage, nonobstant la gestion particulière de la ville qu'on va... C'est un peu comme Jean Drapeau, d'une certaine manière. Hein? On a la nostalgie de Jean Drapeau, même si c'est avec lui qu'on a eu une ville qui s'est développée de manière assez contrastée pour le meilleur et pour le pire, mais il y a la nostalgie d'un homme qui avait une personnalité forte en politique. Mais là, il va y avoir une vraie opposition, peut-être. C'est bon qu'il y ait différents partis, ça, Dominique, à Québec. Il va y avoir plus de monde. Plus de monde, mais à un moment donné, à quelque part, il y a une cote d'amour, il y a un attachement. Je suis d'accord avec Mathieu là-dessus. Il y a le charisme. Fait penser un petit peu à René Lévesque, c'est-à-dire un peu maladroit, la formule un peu rough, mais les gens l'aiment. Et il est vrai, c'est quelqu'un qui est vrai, qui n'est pas dans ses cartons avec des spin doctors autour de lui. Il faut quand même donner ça. Il y a un haut niveau d'authenticité. Pour le reste, l'opposition, il y a 3-4 chefs d'opposition qui veulent se présenter à la mairie. Ça tire tout à 3-4 Ils vont se faire écraser. Il y aura un bulldozer, il s'en vient dans un an. La bombe va passer à 80 Il n'y a rien à faire. Oui, Mathieu. J'allais noter, il y a quelque chose d'assez singulier par ailleurs à Québec. C'est une ville qui, par ses maires, nous a fourni quand même des modèles assez contrastés et par ailleurs également intéressants d'hommes politiques. On peut se souvenir de Jean-Paul Lallier, qui est un homme cultivé, intelligent, d'une vision du monde très riche, et c'est un maire assez exemplaire. Plusieurs se désolent que cet homme ne soit jamais devenu premier ministre. Et de l'autre côté, on a Labaume qui représente une personnalité plus pitbull, plus dure et ainsi de suite, mais c'est un autre type d'homme politique admiré. Donc il y a dans la culture politique même de la Ville de Québec une capacité néanmoins d'estimer des personnellement fortes. C'est un personnage coloré, comme Jean Tremblay de Saguenay aussi. Puis les Québécois, on a un faible pour ce genre de personnage-là qui nous ramène à l'époque de Réal Cahouette, puis Duplessis, puis tout ça. Là. C'est très tranché, c'est Haute-Ville, Basse-Ville. Lui vient de la Basse-Ville, un style col bleu un peu. On s'en va tout de suite à la pause. Nous revenons avec vos commentaires, nos invités.
Là, on va parler de Pauline Marois qui vend le plan Nord à New York. Mais avant, Mathieu, on parlait de Régis Labombe. Régis, c'est l'anti-Pauline Marois. Lui, il recule jamais. Elle recule tout le temps. Est-ce qu'elle devrait se mettre un peu de Régis dans le pif, Pauline Marois, puis dire, bien, sur certaines affaires, je m'excuse, mais je reculerai pas? Je crois qu'on ne peut pas, ça c'est le propre d'une personnalité, on ne la transforme pas avec quelques ajouts cosmétiques. Madame Marois a un leadership consensuel, technocratique aussi, donc elle se distingue de ce point de vue par le fait qu'elle n'est pas très batailleuse, et quand elle est batailleuse, ce n'est pas son style. On a l'impression qu'elle se choque pour rien. Elle n'était pas très bonne comme chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Hein. N'oubliez pas ça, quand venait le temps de combattre à l'ancienne, ce n'était pas son rôle. Inversement, quand elle est ministre, elle a une capacité de rassembler son monde, et dans le gouvernement en ce moment, vous noterez que c'est elle qui réussit à réparer souvent les gaffes des différents collaborateurs parce qu'elle arrive avec son style plus consensuel. Mais qu'on ne s'imagine pas que d'un coup, elle se transformera en Margaret Thatcher, c'est pas prévu pour ce siècle. Dominique, non, ni idéologiquement, ni au point de vue personnalité. Dominique, elle est à New York avant le plan Nord. Le vieux plan Nord, là, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le changer, là. Le vieux plan Nord qu'elle avait contesté, pourfendu, critiqué. Là, soudainement, il est assez bon pour aller le vendre aux Américains. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la rencontre de Pauline avec la réalité. Là, on est taxé au maximum. Elle aura besoin de revenus au cours des prochaines années. Ses conseillers lui ont dit, Pauline, ce serait peut-être bon d'aller voir à New York les gens qui ont de l'argent. Question de se connecter sur la réalité un petit peu, de se mettre un peu sexy, hein, de rendre la province de Québec sexy aux yeux des investisseurs. Le plan Nord, c'est un élément, mais moi, ce que je remarque là-dedans, et je dois louer ça, cette rencontre-là entre Pauline et la réalité, de faire face aux investisseurs et de dire, dans le fond, « Hey, il y a un feu vert, là. Nous, on est en business et on veut faire de la business. On a besoin de revenus, on ne peut plus taxer. Bien, we're open to business, we're open for business. » Moi, je salue ça. Oui, OK, mais Dominique, Mathieu, lorsqu'elle critiquait le plan Nord, est-ce qu'elle était sincère? Bien, c'est-à-dire, le développement du Nord, c'est un projet au Québec qui date de Robert Bourassa. Tous les premiers ministres, d'une certaine manière, puis on pourrait même remonter avant ça, mais tous les premiers ministres se sont dit d'une certaine manière qu'il faut développer le Nord. Là, les libéraux ont trouvé un slogan marketing autour de ça. D'ailleurs, je pense que c'était la formule qui s'imposait pour tous. Le plan Nord, on ne savait pas exactement c'était quoi, mais on savait que il y avait un slogan marketing pour dire désormais, il faut développer le Nord. Je crois que le PQ, de ce point de vue, reprend le slogan et comment vont-ils changer les modalités du développement du Nord? Ça reste à voir. Pour l'instant, ils héritent du plan du dernier gouvernement. Comment vont-ils le transformer? Peuvent-ils le transformer autant qu'ils le souhaitaient? Est-ce que c'est possible de faire des grands changements au plan Nord tel qu'il a été imaginé par les libéraux? Ça reste à voir, mais ça nous rappelle une chose, cela dit, il y a une continuité de l'État dans nos sociétés. Hein. Un gouvernement est élu, un autre est élu, mais sur le fond des choses, il y a certaines priorités stratégiques qui s'imposent à tous les gouvernements. C'est l'autre nom du réel. Oui, mais Dominique, là, il y a des gens qui disent que le budget qui était présenté par le PQ aurait pu être présenté par le Parti libéral. Là, Mme Marois, elle porte les souliers du Parti libéral, elle porte le pantalon du Parti libéral, elle porte la veste du Parti libéral. Ça commence à ressembler en maudit au Parti libéral. Il faut regarder dans son portefeuille, voir s'il n'y a pas une carte du parti. Il n'y en aura pas, ça c'est sûr qu'on n'en trouverait pas. Mais c'est spécial. Dans les premiers jours de ce règne-là, on a entendu Martine Ouellet dire le plan mort, c'est le plan... Le plan Nord, c'est le plan mort ou presque, pour reprendre la formule consacrée. Et donc, on est parti à un moment donné d'un axe très à gauche, quasiment anti-développement, et on s'est recentré pour finalement reprendre ou emprunter les vieux axes de développement du Parti libéral. C'est assez spécial. En tout cas, chez certains gauchistes, là, ça frise. Avant de reprendre la conversation, la petite nouvelle de dernière heure, une malheureuse nouvelle. Là, il y a une tuerie dans une école au Connecticut. Il y a des morts. Écoutez, on va en revenir là-dessus dans quelques minutes, là, très prochainement, avec Sylvain Drapeau qui va nous donner davantage de détails. Donc, ça arrive trop souvent aux États-Unis, c'est incroyable. Nous allons y revenir. Revenons au plan Nord et à Pauline Marois. Est-ce que ça veut dire que c'est la conjoncture économique qui mène et quel que soit le chef, il va prendre toutes les mêmes décisions que l'économie lui dit de prendre? Bien, je dirais, je ne pense pas que ce sont toutes les mêmes mesures, parce que d'un gouvernement à l'autre, il y a des changements de priorité et on le voit, mais la réalité est la même pour tous les partis. Hein. Les partis qui sont en dissidence avec le réel sont condamnés à la marge. Ça, c'est par exemple Québec solidaire ou Option nationale. Il y a une réalité qui s'appelle le Québec a intérêt à développer son Nord. De ce point de vue-là, les gouvernements peuvent avoir des différences tactiques dans ce développement, mais c'est un horizon partagé par tous les Québécois. Puis il ne faut pas oublier,
c'est quand même un lieu de développement de richesse considérable pour le siècle à venir. La question que plusieurs se posent, c'est est-ce que c'est à l'avantage des Québécois? Je ne pense pas que c'est seulement les gars gauches qui se sont posé la question de savoir si le développement du Nord était à l'avantage des Québécois. Jacques Parizeau, qui n'est pas un gars gauche, s'est demandé si on avait avantage, si le plan des libéraux était bien ficelé. On peut espérer que le plan se développe à l'avantage de tous les Québécois, peu importe la partisanerie. Donc, il y a les idées, mais il y a aussi la réalité. Dominique, fais-moi donc un toc-toc-toc. C'est knock-knock-knock qui est là, la réalité. C'est pas très compliqué. Là. Mais oui, c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité de Lucien Bouchard, c'est la réalité de Jacques Parizeau. On veut l'indépendance énergétique. On veut être de plus en plus indépendant à ce niveau-là, mais on veut pas développer nos ressources. On va aller au ciel, on va pas mourir. À un moment donné, il faudra se faire une idée. On s'en va à la pause et nous revenons et on va avoir davantage de détails sur cette tuerie au Connecticut. Alors, Jean-François Lisée, hier, j'ai lu le blog de Mathieu Bock-Côté et tu disais, Jean-François, garde ton argent, t'as pas à être honteux de ça. J'aimerais que tu nous exposes ton point de vue. Bien, alors, ce que je cherche à comprendre, c'est à quel moment l'argent en question de Jean-François Lisée a été mal gagné. À quel moment y a-t-il eu dérapage éthique? À quel moment ce gain salarial était-il illégitime? Un petit instant, on a davantage de nouvelles, de détails sur ce qui s'est passé au Connecticut. On a Richard Latendresse avec nous. Ah, on l'a plus, on a perdu la ligne. Bon, on le ramène. On le ramène tantôt. Alors oui, Mathieu, désolé. Donc, je me demande à quel moment ce salaire qui lui a été attribué était illégal, immoral de quelque manière que ce soit. Mais en ce moment, il y a une telle, je dirais, un intégrisme de l'intégrité mal comprise qui fait en sorte que tout salaire public, toute dépense publique est vue à partir d'une sociologie du soupçon. Il y a nécessairement quelque chose de malsain là-dedans. Il y a nécessairement une dépense illégitime, quelqu'un qui a reçu du copinage, qui a reçu des nananes et ainsi de suite. Et moi, ce que je disais hier, c'est Jean-François Lisée a cru donner l'exemple, mais il n'a pas donné l'exemple en se couchant devant la foule lapidaire. Il n'a pas donné l'exemple. Son geste est généreux. Il donne de l'argent qu'il a gagné. Mais ce n'est pas un geste juste. Et j'ai hâte, quant à moi, qu'on cesse de croire que tout ce qui se passe au sommet de l'État québécois relève nécessairement de la corruption, de la fourberie, du copinage ou de l'immoralité. Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Mathieu est totalement dans le champ là-dessus, tu sais, je veux dire. Il est tout seul à défendre Jean-François Lisée, mais c'est correct. Non, ça, c'est pas vrai. Non, il y a lui-même et sa famille aussi, j'imagine. Non, pas du tout sur l'actualité. Non, on n'a jamais dit que c'était du copinage. Le problème est le suivant. C'est le problème du double dipping, alors qu'il a une fonction dans l'État québécois. Il est non seulement député, mais ministre. Et reçoit à ce moment-là un salaire. Personne n'a dit qu'il avait volé. Personne n'a dit qu'il ne méritait pas ce salaire-là. Soit dit en passant, parenthèse, il faudrait peut-être vérifier les entourloupettes et les houdini administratifs dans les universités. On ne peut pas payer sur 12 mois, on peut payer sur 13 mois. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Je ferme la parenthèse. La personne a un job, empoche de l'argent des fonds publics et empoche de l'argent également des fonds publics qu'il a gagné. On ne dit pas qu'il l'a volé, mais au même moment, il y a lieu de se poser des questions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que lui-même sursoit au fait qu'il empoche ça, plutôt que le Journal de Montréal qui sorte l'histoire? Si le Journal de Montréal ne sort pas l'histoire, continue de faire du double dipping, qui est légal, mais cessons de se limiter à l'approche légaliste et regardons ça du côté de l'éthique, parce que le PQ s'est fait élire justement sur la carte de l'éthique. Mathieu. Mais Mathieu, une question, là, c'est qu'ils ont des politiques salariales à respecter l'université. Oui. Et on dirait qu'ils ont fait une petite entourloupette pour Jean-François Lisée. Et là, la question qu'on se pose, y en a-tu d'autres entourloupettes? Là, on va juste régler ça. C'est-à-dire, nos universités sont très bureaucratisées, on le sait. Les conventions collectives sont très fermées, pour mille et une raisons. Donc, quelquefois, on est obligé d'aller dans certaines marges. Je ne dis pas des marges morales, marges légales. C'est-à-dire, il y a une marge de manœuvre pour attirer des figures importantes qui ne sont pas nécessairement intégrables dans le corps professoral immédiatement. Lisée n'a pas de doctorat. J'imagine qu'il pouvait difficilement être nommé prof et ainsi de suite. Mais on l'a nommé responsable d'un centre de recherche.
le Cérium, qui a joué un rôle majeur dans le développement de l'Université Montréal de Montréal, pour ce que j'en sais. Et pour attirer une figure comme celle-là à l'université, pour lui donner un traitement équivalent à celui d'autres professeurs, même s'ils ne pouvaient pas être profs formellement, il y a eu à partir de là une marge de manœuvre qui a été dégagée sur ce fameux 13e mois de salaire. On peut se questionner pour savoir si les universités ont assez de marge de manœuvre quand ils veulent attirer des personnes d'excellence. C'est possible que nos universités n'aient pas assez de marge de manœuvre quand ils veulent attirer des personnalités extérieures. Mais ce qui est certain, c'est que dans le cas présent, l'argent dont on parle, c'est de l'argent déjà gagné. Et à partir de là, parce qu'on veut à tout prix le trouver coupable, parce qu'on veut à tout prix trouver les gouvernements coupables, on dit, d'ailleurs, on le dit, c'est légal. Ensuite, on dit, c'est un salaire qu'il a déjà gagné. Mais à partir de là, on sort je ne sais quelle définition de la moralité absolument étendue pour faire le procès de ce salaire déjà gagné. Alors moi, franchement, là-dessus, c'est pas du péquisme ou de l'anti-péquisme ou quoi que ce soit. Non, il faut arrêter avec certaines formules faciles. C'est pas du double dipping. À un moment donné, c'est un salaire déjà gagné. Dominique. Ah non, je dis pas qu'il l'a volé. Je dis pas qu'il l'a pas déjà gagné. Mais il est l'élu. Il a une fonction publique à ce moment-là et reçoit de l'argent public. Là, ce qu'on apprend ce matin en plus, par-dessus le marché, c'est que là, il va donner l'argent à une œuvre de charité, puis il pourrait, il n'a pas confirmé ça, mais il pourrait récupérer un reçu d'impôt. Gros gens comme devant. Mais là, il va être gagnant. Je veux savoir, s'il l'a déjà gagné, pourquoi doit-il le redonner? Si c'est de l'argent déjà gagné. Je ne demandais pas à ce qu'il donne l'argent au bon Dieu dans la rue. J'ai jamais demandé ça. Sauf que, est-ce qu'il y a moyen, à un moment donné, de dire, parfait, j'ai mon salaire de ministre, j'en ai assez pour vivre. L'argent de l'université, vous pouvez me le redonner plus tard. Et si Andrew McIntosh n'avait pas sorti l'histoire, il n'aurait pas donné l'argent. Non, mais voilà pourquoi je dis, de ce point de vue, notre ami Jean-François Lisée qui dit, je vais donner... On s'en va tout de suite à Richard Latendresse pour avoir des détails sur ce qui s'est passé au Connecticut. Alors, Richard, qu'est-ce qui se passe là?